Bonjour à tous, bienvenue à Parlons Crime. Aujourd'hui, je vous parle du cas de Helen Greenberg. Un cas assez compliqué que les cas de la mort ont beaucoup été changés. Euh, je- c'est ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Puis, je voulais dire aussi à mes membres Patreon, la vidéo bonus va sortir le 7 septembre, donc dimanche prochain. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Le 26 janvier 2011 à 18h30. Samuel Goldberg revient à son appartement après avoir quitté la salle de sport, mais la porte est fermée, puis il peut pas rentrer. Donc, il finit par forcer la porte, puis en rentrant, il retrouve sa femme, Helen Greenberg, par terre dans la cuisine, à côté contre les armoires, dans une mort de sang. Helen Ray Greenberg est née le 23 juin 1983 à New York. Ses parents sont Josh et Sandy Greenberg. Elle a obtenu un diplôme en communication à l'université de Penn State, puis ses qualifications d'enseignante de l'université Temple et du Chestnut Hill College. Elle était enseignante en première année à l'académie Juniata Park dans le quartier de Juniata à Philadelphie. En 2007, Hélène a rencontré son fiancé, Sam Goldberg, par l'intermédiaire d'un ami commun, puis ils se sont donné un rendez-vous. Depuis ce rendez-vous-là, Hélène et Sam sont devenus inséparables. Le 27 juin 2010, après environ 3 ans de relation, Sam y a proposé en fiançailles Hélène sur une plage en Californie lors d'un voyage, puis il avait prévu se marier en août 2011. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la journée du 26 janvier 2011 quand Sam a retrouvé son conjointe décédée dans la cuisine? À 7 heures le matin, en examinant les preuves de son téléphone, on a vu que Hélène, à 7 heures du matin, elle a appelé sa mère pour lui parler un petit peu. Puis vers midi, Hélène elle a reçu un texto d'une amie lui disant qu'elle était chanceuse de quitter plus tôt le travail vu la tempête de neige. L'école allait fermer parce qu'il neigeait beaucoup trop. À 13h15 environ, Hélène elle va finalement quitter le travail après que l'école ait été fermée. Puis vers 13h30, elle va s'arrêter pour faire le plein d'essence de son véhicule. Après ça, elle s'est rendue à son appartement, puis à 14h30, elle va appeler dans un restaurant local. Il pense que c'était probablement là, pour commander à manger. À 14h33, elle passe un appel qui dure environ 30 secondes, là, on ne sait pas exactement à qui. Vers 15h47, Hélène envoie pour la dernière fois un texto, puis à 16h45, son conjoint Samuel quitte le domicile pour aller à la salle de sport qu'il trouve là, dans le même immeuble que leur appartement. Il voit aussi qu'à 16h47, à 16h46, Hélène a voulu utiliser son ordinateur portable. C'est la dernière trace qu'on a d'Hélène en vie. Donc, vers 17h30, Samuel, il va quitter la salle de sport, puis en arrivant à l'appartement, il a constaté qu'il pouvait pas entrer, comme j'ai dit, parce que la porte était verrouillée de l'intérieur, puis c'était un loquet, donc il pouvait pas la déverrouiller de l'extérieur. Il cogne à la porte plusieurs fois, mais Hélène n'est jamais venue déverrouiller la porte. D'environ 17h32 à 17h54, Samuel y appelle, y envoie des textos, puis des emails à Hélène dans le but qu'elle voit et ouvre la porte. Les textos ont été rendus publics, donc c'est les textos suivants qui l'a envoyé. Il dit « Salut, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fâché. Salut. Tu as intérêt à avoir une excuse. C'est quoi ce bordel? Tu n'as aucune idée. » Donc ça, c'est les textos qu'il a renvoyés que Hélène n'a pas donné du tout de réponse. Là. Donc, à 18h, Samuel va se rendre finalement dans le hall d'entrée pour demander au portier de défoncer la porte, mais le portier va malheureusement refuser parce que c'est contraire au règlement, là, bien évidemment. Mais il dit que lui pourrait essayer d'appeler Hélène. Donc, entre 18h07 et 18h10, il passe 3 appels sur le cellulaire d'Hélène. Donc, le portier propose à Samuel d'appeler la police. À 18h26, Samuel parle avec son cousin puis son oncle au téléphone qui lui demande d'appeler les secours, mais il le fait pas encore. À 18h28, Samuel va monter à l'étage de ses amis qui habitent dans le même bloc pour qu'il l'aide à forcer la porte de son appartement. Puis finalement, comme j'ai dit au début, à 18h30, il force la porte, puis il trouve Hélène par terre contre la cuisine, dans la cuisine, couchée sur les armoires. Ses amis lui ont ensuite dit d'appeler au plus vite la police, qui le fait à 18h33 environ. Help! I need a now. I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere.
What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come. Help. 4601 now. Flat Rock Road. Is this a house or apartment? Oh no. Oh no. Apartment. It's an apartment. Please hurry, Where please. is she bleeding from? I don't know. I can't tell. She's... No, sir, you have to calm yourself down in order to get you some help. I'm sorry. I don't know. I'm looking at her right now. I can't see anything. There's nothing broken. She's bleeding. Ellie! You don't know where she's bleeding from? Can't tell where Ellie! the blood's coming from? I think her head. I think she hit her head, I think. But it's everywhere. Okay, sir, it's everywhere. Think she might have fallen? Do you know what happened? She may have slipped. There's blood on the table. Her face is a little purple. Okay, hold on for rescue for her. Stay on the phone. What's wrong? I went downstairs to go work out. I came back up. The door was latched. My fiance's inside. She wasn't answering. So after about a half hour, I decided to break it down. I see her now, just on the floor with blood. She's not responding. Okay, is she breathing? Look at her chest. I need you to calm down, and I need you to look at her chest. It's really. I really don't think she is. Listen to me. Someone's on the way. Look at her chest. Is she flat on her back? She's on her back. So I bring her. Look at her chest and tell me if it's going up and down, up and down. I don't see her moving. Okay, do you know how to do CPR? I don't. Okay, I can tell you what to do, okay, until they get there. I want you to keep her flat on her... God. Hello? Yeah, hi, okay. Are you willing to do CPR with me over the phone until they get there? I have to, right? Okay, so get her flat on her back, bare her chest, okay? You want to rip her shirt off. Okay? Just kneel down by her side. Oh, my God. Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you Okay, I'm trying not. Her shirt won't come off. It's a zipper. Oh, my God. She stabbed herself. Where? She fell in a knife. Oh, no, her knife's sticking out. Her what? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, don't touch it. Okay, so I just let her down. Here now. I mean, what do I do? No, I mean, you can't. If the knife is in her chest, it's going to be kind of hard for you to do CPR at this time. Oh, no. Oh, my goodness. Okay. Police, which operator? 277. Is someone coming here? Yes, they are. You said 4601 Flat Rock, right? Yes. Okay, someone's on the way. And the knife is still inside? Wait, so what? The knife is still inside of her? Yes, I didn't take it out. Was it her chest or what area? It's in her chest. It looks like it's right in her heart. Okay, someone's on the way out there. Okay, just get. Oh my God! Okay, how old is she? She's 27. 27, and there's no sign of life at all. No, please don't be. What? Pinch her under her arm and tell me if she responds to pain. Ellie. She's not. Her hands are still warm. I don't know if that means, but there's blood everywhere. I mean. I know, but you can't, and the knife is still inside of her. How far? Can you see how far it went in? It looks pretty deep. Okay. It looks it's a long knife. Don't touch anything. Yeah, don't touch anything, okay? I'm not touching anything. I can't believe this, though. So wait, it was just you there with her? We're the only ones here. And she ran in the door, you said latched it shut? No, I went downstairs to work out, and when I came back up, the door was latched. Oh. Like, it was, it wasn't like, it was like locked from the inside, and I'm yelling, so I'm was yelling. Your house broken into? No. So there's no sign of a break-in? No sign of a break-in at all. I mean, there will be when you get here, because I had to break the latch, but to get in. Okay, 4601. Donc, les secours arrivent finalement 3 minutes plus tard. Ça a été assez vite, là, vers 18h36. Hélène avait été découverte assise par terre dans la cuisine de son appartement qui était fermé à clé. Puis, elle avait un couteau dentelé enfoncé d'environ 10 cm dans la poitrine. Il y a une passoire remplie de fruits puis une orange qui semblait là, fraîchement coupée qui reposait là, sur le comptoir. Il y a 2 couteaux propres qui se trouvaient dans l'évier. Hélène, elle avait reçu 20 coups de couteau, dont 10 à la nuque. À 18h42, la mort d'Hélène est malheureusement constatée. Samuel Goldberg va être interrogé par la police. Puis, après avoir recueilli sa déposition initiale, les agents l'ont accompagné au poste de police pour un interrogatoire plus approfondi. Puis, ils l'ont finalement libéré le soir même. Les mois là, avant son décès, les parents et les amis d'Hélène ils ont commencé à remarquer un changement quand même significatif là, dans son comportement. Hélène était toujours tranquille puis pas vraiment stressée.
mais elle devenait de plus en plus anxieuse et stressée. Interrogée sur les changements de comportement, Hélène elle a attribué son anxiété à cause des pressions là, professionnelles puis du stress lié à l'organisation de son mariage qui était prévu en août. En décembre 2010, son anxiété elle a atteint un tel point qu'elle a même exprimé le désir de quitter son emploi et de retourner vivre chez ses parents. Hélène, elle voulait retourner chez ses parents, puis elle a écrit à ses parents par texto « Je veux quitter cet endroit, faites-moi sortir d'ici ». Peu de temps après avoir écrit ça à ses parents, Hélène, elle avait également demandé à une cousine qui vivait dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie, si elle pouvait emménager temporairement chez elle puis rester avec sa famille. Quand elle lui a demandé si Samuel allait être avec elle, Hélène, elle n'a jamais répondu à cette question-là. L'anxiété d'Hélène s'aggravait, puis ça commençait aussi à affecter son sommeil. Sa famille l'a encouragée à consulter un professionnel de la santé. Puis elle a bien évidemment suivi leurs conseils. Hélène elle a consulté un psychiatre à 3 reprises qui lui a prescrit du Klonopin et de l'Ambien. Hélène elle a d'abord rapporté à ses proches que les médicaments semblaient assez efficaces puis qu'elle se sentait là, vraiment mieux. Le 10 janvier, Hélène elle aurait fait des recherches sur son ordinateur à propos de la mort rapide. Elle a également consulté un article sur l'euthanasie et consulté un site web sur le suicide sans douleur. Le 12 janvier 2011, 2 jours plus tard, Hélène elle a consulté la psychiatre Dr. Helen Barman. On a eu accès à les notes d'une de ses consultations. Donc, la docteure elle a écrit que Hélène voulait garder le contrôle, qu'elle a travaillé dur toute sa vie, qu'elle faisait de l'anxiété et de l'insomnie, puis qu'elle trouvait son travail là, pénible. Le 17 janvier 2011, Hélène elle va revoir sa psychiatre, puis les notes de la visite sont elle veut démissionner, mais sa mère et son fiancé s'y opposent. Elle peut résilier son contrat avec un préavis de 2 semaines lorsqu'elle commence à travailler sur un projet et non suicidaire. 2 jours plus tard, le 19 janvier 2011, Hélène va voir pour la dernière fois le docteur Helen Barman. Puis, voici les notes de sa visite. Elle dit que Hélène va très mieux, qu'elle se sent 75% mieux, puis qu'elle convient qu'elle devrait attendre jusqu'en juin au moins pour quitter son emploi. Puis elle a tendance à se promener compulsivement dans sa maison en faisant le ménage. Elle n'est pas capable de rester assise sans rien faire. Le 22 janvier 2011, Hélène elle a envoyé ses faire-part de mariage parce qu'il avait fixé la date du mariage là, au 13 août 2011 à l'hôtel Hershey en Pennsylvanie. Ce jour-là, elle était aussi une de ses amies proches qui allait là, aussi se marier. Ils sont allés acheter des robes pour leur demoiselle d'honneur, puis Hélène elle se serait mise à pleurer puis elle a dit à son amie, et je cite, je suis vraiment désolée, je sais que je ne suis plus moi-même, mais je vais me reprendre. Lors d'un entretien avec la maman et le papa d'Hélène, ils ont dit aux policiers que l'incident les surprend malgré les problèmes d'anxiété de leur fille. Ils décrivent leur beau-fils Sam comme un très bon jeune homme. Ils ont aucune connaissance ils ont pas de connaissance d'aucune violence verbale ou physique. Les parents ont affirmé que dans le passé, il n'y avait eu aucune tentative ou idée suicidaire là, de la part de leur fille Hélène. Donc, le rapport d'autopsie d'Hélène, réalisé par le Bureau du médecin légiste de Pennsylvanie le 27 janvier 2011, indique que la cause du décès est due à de multiples coups de couteau et que le décès est survenu par homicide. Je vais vous nommer les blessures qu'elle a eues qui ont été écrites là, dans le premier rapport. Si c'est trop pour vous, vous voulez pas tout savoir, vous pouvez skipper quelques secondes, sinon je vais le dire. Donc, elle a eu de multiples coups de couteau au thorax, à l'abdomen et à la nuque. Elle avait une plaie incisée sur le crâne aussi. Les lésions y affectaient les principales structures internes, donc le poumon gauche, le foie, la moelle épinière cervicale, puis il y avait de la présence de sang dans les 2 cavités thoraciques. Elle avait des contusions, là, donc des bleus aux membres supérieurs et inférieurs qui indiquaient un éventuel traumatisme là, qui était survenu avant. La profondeur et la gravité de ces blessures, en particulier celles au niveau du thorax, du cou et de la moelle épinière, entraveraient probablement les mouvements d'Hélène, donc elle n'aurait pas pu genre comme bouger pendant qu'elle se faisait attaquer. Les coups de couteau à la nuque soulèvent de sérieux doutes quant à la possibilité d'un suicide, là, parce que cette zone est assez difficile d'accès. Donc on peut comprendre que genre quelqu'un qui voudrait se suicider se poignarderait pas 20 fois lui-même comme dans la tête, dans le cou, dans le thorax, tu sais. Donc l'autopsie a conclu que la cause du décès était de multiples coups de couteau et le mode de décès a été classé comme un homicide. La police qui avait quitté les lieux après son intervention initiale, elle devait préparer des déclarations sous serment afin d'obtenir leur mandat de perquisition pour pénétrer de nouveau dans l'appartement.
Quand ils ont finalement obtenu le mandat, l'appartement avait déjà été nettoyé par une équipe de nettoyage de scènes de crime engagée par la gestionnaire immobilière, là, Melissa Ware. Donc, tôt le 27 janvier 2011, le lendemain de la mort d'Hélène, Melissa a reçu un appel de l'oncle, je crois, de Samuel Goldberg, qui demandait l'accès au lieu pour récupérer des effets personnels destinés là, aux funérailles. Après avoir confirmé auprès de la police de Philadelphie qu'il n'y avait aucune restriction d'entrée, la famille de Samuel ont pris en charge les frais de nettoyage de la scène de crime. Puis Melissa a pris les dispositions nécessaires pour que les services soient terminés avant l'arrivée là, de l'oncle à Samuel à la résidence. Donc, une fois l'appartement nettoyé, l'oncle de Samuel est venu sur les lieux puis il a pris un costume pour Samuel, mais il a aussi pris le sac à main, le cellulaire et l'ordinateur portable d'Hélène. Avec le mandat de perquisition, la police a identifié divers objets ayant une preuve de valeur. Le 29 janvier 2011, donc 2 jours après que l'oncle de Samuel ait pris les effets personnels d'Hélène, la police a finalement saisi 3 ordinateurs portables et le téléphone d'Hélène chez l'oncle de Samuel. On va se dire, là, 2 jours, ça laisse amplement de temps de se débarrasser des preuves s'il y en a, si son conjoint est coupable. Là. Je trouve ça complètement ridicule que les policiers aient dit qu'il n'y avait aucune contrainte pour qu'ils rentrent dans l'appartement quand que la scène de crime était encore là. Il y avait encore des trucs à prendre en photo, des éléments de preuve. Ils ont dit oui quand même. Ils ont tout nettoyé l'appartement. Il n'y a plus d'ADN, il n'y a plus rien. Ils ont tout nettoyé. Je trouve ça complètement irresponsable à part des policiers. Mais bon, je ne suis pas une policière, donc je comprends qu'il faut avoir un mandat de perquisition pour rentrer, mais dans des situations comme ça, quand c'est clairement évident que c'est un homicide, euh, tu devrais même pas avoir besoin d'un mandat de perquisition pour genre prendre des photos puis tout, puis pour venir. En tout cas, ça c'est mon opinion. Mais là, le 4 avril 2011, après des réunions avec les enquêteurs, le docteur Osborne, qui a fait le rapport d'autopsie, a pris la décision de modifier sa décision initiale. Il est revenu sur la mort par homicide, puis il a conclu qu'il s'agissait en réalité d'un suicide. Peu après la fin de leur réunion là, clandestine, qui avait vraiment pas le droit comme de faire, c'était comme un petit peu illégal, le certificat de décès d'Hélène a discrètement été mis à jour, passant d'homicide à un suicide. Donc, voici les principaux éléments de preuve pris en compte selon le docteur Osborne. Il dit que la moelle épinière n'a finalement pas été pénétrée, ce qui signifie qu'elle pouvait encore bouger après avoir été poignardée. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni de lutte. La porte de l'appartement était verrouillée de l'intérieur, puis aucune blessure défensive n'a été observée sur son corps, même si on dit qu'il y avait des contusions, mais bon, ça, encore une fois, je suis pas médecin légiste non plus, donc bénéfice du doute. Initialement, le décès, comme j'ai dit, il avait été classé comme un homicide. Ben c'est ça j'ai déjà dit. La maman d'Hélène, elle a déclaré à la police que oui, sa fille, elle luttait contre quelque chose avant sa mort, mais qu'elle était clairement pas suicidaire. Elle dit qu'il n'y a jamais eu aucune raison de soupçonner un suicide là, sous quelque forme que ce soit, puis je suis complètement d'accord avec elle. Ça n'a aucun sens que ça soit un suicide. Ça marche pas du tout après toutes les blessures qu'elle a eues. Ses parents ont insisté sur le fait qu'Hélène, elle avait toujours eu une peur bleue du sang, puis elle serait jamais volontairement infligé autant de blessures au couteau. Là. C'est horrible. Elle se serait pas poignardée dans le cou, puis dans la tête elle-même. C'est sûr que non, personne ferait ça, à moins d'être complètement fou, là. Puis même là, moi, j'y crois pas vraiment au suicide. Là. Son père, Joshua Greenberg, il a dit que sa fille, elle avait peur de se faire percer les oreilles, puis qu'elle aimait même... Il a dit que sa fille, elle avait même peur de se faire percer les oreilles, puis qu'elle aimait pas du tout la douleur. Puis il dit que tout ça, ça n'avait aucun sens. Quand ils ont découvert certains faits, elle avait des blessures au dos. Donc, il comprend pas comment qu'elle pourrait elle-même savoir poignarder le dos. Tu sais, ça fait pas vraiment de sens. Il s'est également demandé pourquoi elle s'était arrêtée pour faire le plein en rentrant chez elle si elle prévoyait se suicider là, peu de temps après. Ce qui est vrai, elle venait de faire le plein de son véhicule. Mais en même temps, on peut... Tu sais, ça veut pas dire que parce qu'elle a fait le plein, elle se serait pas suicidée, mais je comprends son point. Puis surtout, après le premier rapport d'autopsie, depuis sa mort, il y a plusieurs médecins légistes prestigieux, dont le docteur Cyril Wetch, qui ont contesté les conclusions de l'ancien médecin légiste concernant le suicide.
Le docteur Cyril Wesh, il a été mandaté par la famille d'Hélène pour mener une enquête indépendante suite à la décision controversée du suicide. Fait qu'il a alors mené une autre autopsie. Les principales constatations du docteur, c'était que les 20 blessures au couteau sont fortement incompatibles avec un suicide. Que même si Hélène n'avait pas de blessure de défense évidente, ça ne pouvait pas être la thèse du suicide car elle aurait pu être neutralisée dès le début. Il soutient que l'appartement a été nettoyé beaucoup trop tôt et que des preuves essentielles auraient pu être perdues. Et il souligne que les suicides par arme blanche sont rarement multiples et que le fait qu'elles soient faites dans le dos sont encore plus rares. Le docteur a conclu que les circonstances du décès d'Hélène Greenberg laissaient fortement penser à un homicide. Il a recommandé une nouvelle enquête approfondie comprenant un examen approfondi de toutes les preuves médico-légales et des déclarations des témoins. En 2018, donc 7 ans plus tard, le bureau du procureur général de Pennsylvanie a repris l'affaire pour examen, mais en août 2022, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, l'enquête a été transférée au détective du comté de Chester. Finalement, plus de 2 ans plus tard, donc le 8 novembre 2024, c'est assez récent, le bureau du procureur du comté de Chester a annoncé une mise à jour à l'enquête du décès d'Hélène. Après un examen approfondi, l'équipe d'enquête a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'un crime avait été commis. L'enquête a donc été classée sans suite. Je suis outrée, je comprends pas à quel point que, tu sais, oui, ils ont nettoyé la scène de crime trop tôt. C'est sûr qu'il y avait des preuves qui ont effacé, mais vu toutes les blessures qu'elle avait, impossible que ça soit un suicide. Je comprends pas comment ils peuvent en arriver là, après une enquête approfondie, là. Ça a aucun sens. Après des années et des années de torture, les parents d'Hélène ont finalement conclu un accord avec la ville à l'amiable, prévoyant une modeste indemnisation, puis l'accord des autorités municipales pour réévaluer les circonstances du décès de leur fille Hélène. Les Greenberg soutiennent depuis 2021 qu'un réexamen des preuves médico-légales montre qu'Hélène n'a pas pu se causer certaines des blessures. Il y a au moins une blessure qui avait été causée après son décès, selon les analyses médicales connues dans les documents judiciaires. Puis le 31 janvier 2025, très récemment, les Greenberg ont remporté une victoire lorsque, dans le cadre de l'accord, le médecin légiste, Dr. Osborne, il a finalement signé une déclaration sous serment affirmant qu'il estimait désormais que la cause du décès d'Hélène devait être qualifiée d'autre chose qu'un suicide. En repensant aux 14 années de cauchemar qui ont ravagé leur vie, là, Sandy, elle a déclaré « C'est difficile à croire. Il est encore plus difficile de croire que la situation n'est toujours pas résolue. » C'est vrai, là, ça a pris 14 ans avant qu'ils classent ça autre chose qu'un suicide, quand c'est clairement évident que c'est autre chose, surtout s'il y a une blessure qui a été causée après son décès, elle peut pas se l'avoir faite elle-même. Puis je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, je parle juste des parents d'Hélène, on parle jamais de son fiancé. Son fiancé, il a pas aidé il a pas poussé plus que ça. Il a parlé pour la première fois en décembre 2024. Je vais vous dire là, ce qu'il a dit exactement. Donc, CNN a réussi à entrer en contact avec Samuel Goldberg, puis il leur a renvoyé un courriel. Il a déclaré que dans le courriel, qu'il pensait que la mort d'Hélène était due à une maladie mentale. Il dit dans sa lettre, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Quand Hélène s'est suicidée, j'ai été complètement désemparée. C'était une personne merveilleuse et bienveillante, qui avait tout pour vivre. Lorsqu'elle est morte, une partie de moi est partie avec elle. De manière inimaginable, au cours des années qui ont suivi, j'ai dû endurer le décès de ma future épouse et les tentatives pathétiques et méprisables de profaner ma réputation et sa vie privée en créant un récit qui s'appuie sur des mensonges, des distorsions et des faussetés pour éviter la vérité. La maladie mentale est bien réelle et fait de nombreuses victimes. J'espère et je prie pour que vous ne perdiez jamais un être cher comme moi, victime d'une terrible maladie, et que des personnes ignorantes et mal informées ne vous accusent pas d'avoir causé sa mort. Si vous écrivez vraiment une histoire vraie, approfondissez vos connaissances et s'il vous plaît, faites-le bien en sensibilisant à la santé mentale. Sa femme est morte, clairement poignardée, on va se le dire. Puis lui, il continue à dire qu'elle s'est suicidée due à une maladie mentale. Je veux pas faire de spéculation ou quoi que ce soit, mais selon moi,
c'est pas pour rien que la scène de crime, elle a été nettoyée dès le lendemain, puis que son oncle est parti avec le téléphone portable et l'ordinateur portable d'Hélène. Euh, je crois que son fiancé a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Euh, parce que c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui est rentré par effraction, parce que la porte était verrouillée de l'intérieur. On le voit dans les vidéos de l'hôtel, tu sais, on le voit sortir, rentrer de la chambre, sortir pour aller à la salle de sport, excusez, puis revenir quand c'est barré. La dernière fois qu'Hélène, elle a été sur son ordinateur portable, Sam était supposément à la salle de sport. Euh, j'ai des gros doutes. Moi, je pense qu'il a utilisé son ordinateur portable pour faire comme si elle était toujours en vie quand il était plus là pour effacer des preuves. Mais je suis qui pour juger? Je suis personne. Moi, je trouve que cette histoire-là est complètement bouleversante, là. Je veux dire, son cas, il a été classé à autre chose qu'un suicide. Autre chose qu'un suicide, il y a personne qui a été arrêté, il y a personne qui sait vraiment ce qui s'est passé. Même si, d'après moi, beaucoup en doutent. Euh, les parents étaient pas au courant s'il y avait de la violence conjugale ou quoi que ce soit. Mais ça arrive très souvent que dans des cas de violence conjugale, la famille et les amis soient même pas au courant, puis qu'ils s'en rendent pas compte. Euh, donc c'est ça pour l'histoire d'aujourd'hui. On n'a pas vraiment de conclusion très satisfaisante. Pour être honnête, il y a personne qui a été arrêté, il y a personne qui a été accusé. Puis cette pauvre femme-là est morte pour une femme pleine de vie qui avait une passe plus facile. Ça arrive à n'importe qui d'avoir une passe plus facile, plus difficile. Ça arrive à n'importe qui d'avoir une passe plus difficile, mais c'est pas pour autant que tu commets un suicide. Puis la façon qu'elle est morte, c'est complètement atroce, tellement douloureux, je suis persuadée qu'elle s'est pas fait ça elle-même, là. C'est impossible. Donc, pour mes membres Patreon, on se revoit dimanche, puis pour mes abonnés sur Spotify et YouTube, on se voit mardi prochain. Merci, bye bye.